Après plusieurs vidéos pour traiter de la suite, entre analyse, théorie et même des interviews avec le créateur de la série, ça y est, la fameuse et tant attendue saison 4 de Wakfu la série est là. L'heure où sort cette vidéo, tous les épisodes sont dispo, y compris l'épisode spécial Oropo. L'attente fut longue, oui, mais ça en valait la peine. À travers l'exploration d'aujourd'hui, et comme le veut la tradition, on s'intéresse à la fin de la série. Une fin de saison 4 qui cache de nombreux secrets, mais aussi, on va analyser les éléments les plus importants mis en place durant la saison. De nombreuses révélations qui pour certaines concernent la suite. Foncez regarder la série si ce n'est pas encore fait, puisqu'on va bien évidemment spoiler. Vous aurez par la suite tout le temps de revenir explorer en notre compagnie. Sortez vos costumes de super-héros, installez-vous confortablement et explosez le pouce bleu avec votre rayon de Wakfu le plus dévastateur. Je suis HeroesF et aujourd'hui, c'est avec grand plaisir qu'on parle du final de Wakfu saison 4. Bon visionnage. Et si je vous disais que la fin de la série, la fin de la saison 4, en apparence heureuse, dissimule en réalité une fin sinistre? Et si je vous disais que notre monde était à l'image de celui de Tauros Mordal, destiné à l'oubli? Et si je vous disais qu'Oropo avait raison? Commençons par le plus important avant d'attaquer le final en lui-même. Comme on l'a vu durant le final de la saison 3, la mort d'Oropo, dernier des héliotropes, provoque l'arrivée de toutes les identités de ces derniers en Yugo. C'est pour cette raison qu'Oropo est capable de communiquer avec Yugo durant cette saison 4. Lui, mais aussi d'autres identités, d'autres héliotropes, ses enfants, des facettes de Yugo lui-même qui désormais habitent son esprit. Toutefois, Yugo n'est pas encore capable d'assimiler toutes ces nouvelles identités. Oui, ils font partie de lui, mais conservent tout de même leurs propres souvenirs et désirs. Yugo n'a pour l'instant accès qu'à une infime partie de tout le savoir acquis par ce peuple, quelque chose qui va évoluer tout au long de la saison, jusqu'au moment où Yugo va petit à petit arborer des caractéristiques propres à certains de ses enfants, comme si certaines de ses identités déteignaient sur Yugo lui-même. Sa nouvelle tenue est pour l'exemple inspirée de celle d'Oropo. Plus tard, Yugo arrive même à créer et manier une lame de stasis pure en puisant dans les capacités ainsi que le savoir de ses autres lui. Certains d'entre eux étaient capables d'utiliser cette énergie, alors Yugo aussi en est capable. Oropo ou ses frères ne sont d'ailleurs pas les seuls êtres dont Yugo s'inspire. C'est par exemple suite à la rencontre de Tauros Mordal que Yugo découvre qu'il existe un autre monde qui possède son propre héros. Un héros qui, comme Yugo, possède des Dofus et s'en sert pour mener à bien ses objectifs. Si on est attentif, Tauros semble avoir trouvé le moyen d'assimiler les Dofus dans son corps, une idée qui poussera Yugo durant le final de la saison à faire de même. Fusionner les pouvoirs des Dofus et les intégrer directement à son corps et sa combinaison. C'est de cette manière qu'il arrive à résister au contre-coup de l'Héliasphère, qui pour les autres héros endommage leur corps à chaque utilisation, ce qui du coup ne s'applique pas à Yugo. En paix avec lui-même, équipé des 6 Dofus héliotropes, de l'Héliasphère mais aussi de sa nouvelle lame en stasis, Yugo était devenu bien plus puissant qu'avant et surtout, il était capable de tenir tête à Tauros. C'est à ce moment-là que la série commence à nous suggérer certaines idées, disons-le, singulières. On commence déjà à nous préparer à la grande menace à venir. C'était déjà le cas lorsqu'on nous a présenté le Nécromonde ainsi que son roi, mais là on ne fait plus dans le subtil, comme lorsque Tauros voit Yugo utiliser une lame de stasis pour la première fois et réplique « De la stasis, attention à ne pas y prendre goût ». Comme si Tauros était comme Yugo, passé par ces mêmes étapes, comme s'il était lui aussi de son temps, un valeureux héros mais qui a joué avec des armes trop puissantes pour lui. Pire, il a fini par y prendre goût. Curieux de voir une telle ressemblance. Curieux de voir à quel point cela renvoie à ce que Oropo disait à Yugo dans le tout premier épisode de la saison 4. Et si, en réalité, il n'était pas seulement question d'une remarque ou d'un avertissement, et s'il était question d'une prophétie? C'est dans l'épisode spécial Oropo qu'opère la magie. Plusieurs années avant la naissance de Yugo, Oropo ainsi que ses frères décident de s'attaquer à Grugal et Chibi, avec comme objectif récupérer l'Héliacube. Bien plus facile à dire qu'à faire. Mais l'espace d'un instant, Oropo y arrive. Il arrive à entrer en contact avec l'Héliacube, à le toucher du bout des doigts. Il a suffi d'un seul instant pour que la vérité éclate. Oropo assiste à la destruction du monde, un avertissement sous forme d'une vision de nature prophétique. Une vision cauchemardesque, le monde était menacé, et un tel artefact n'était pas à mettre entre les mains des mortels. Il n'était en réalité à mettre entre les mains de personne. Dans le présent, Oropo finit par s'entretenir avec Yugo. Désormais, ils partagent le même corps. Oropo révèle à Yugo ce qu'il a vu, mais Yugo n'en prend pas vraiment compte. Je cite « Tu as joué avec des armes trop puissantes pour toi, Yugo, et tu vas recommencer. Tu vas recommencer et tu vas faire pire encore. Je l'ai vu. »
Tu penseras ne pas avoir le choix, et peut-être que ce sera le cas, mais sache que de tous les maux, tu es le pire, que tes intentions soient bonnes n'y change rien. Oropo a vu Yugo détruire le monde. Sans surprise, lorsque Oropo parle d'armes trop puissantes pour Yugo, il est désormais difficile pour nous de ne pas diriger le regard vers l'héliasphère. Même Tauros Mordal était devenu fou après l'avoir aperçu, et pour cause, l'artefact dégage une puissance jamais vue auparavant. Baptisé par Killby, l'héliasphère est sûrement l'artefact le plus important de la 4e saison de Wakfu. Un objet au pouvoir aussi fantastique que mystérieux. Et pour cause, il ne s'agit pas d'un quelconque artefact, il est question du cœur d'un méchasme. Qui plus est, un méchasme adulte, Locus. Locus est à lui seul une énigme, du genre indéchiffrable, un être qui dépasse notre compréhension tellement au-delà des standards de puissance auxquels nous avons l'habitude, que la seule action de le regarder de face suffit pour terroriser n'importe qui. La déesse Héliatrope elle-même n'ose pas s'en approcher, c'est vous dire l'étendue de sa dangerosité. Une fois réveillé, ou activé pour être plus précis, tout le monde prend la fuite. Tout le monde, sauf Killby. Killby est le seul à connaître les secrets de ces êtres, qu'on appelle les méchasmes. Encore mieux, on apprend que Killby n'avait pas volé le corps d'Orgonax, le frère de Locus. Killby avait mérité ce qui deviendra par la suite l'Héliacube. Et ça forcément, ça change beaucoup de choses, y compris le sens caché derrière l'acquisition de ce qui deviendra l'Héliasphère. En réalité, la défaite de Killby face à Locus révèle bien plus que la simple supériorité de ce dernier en termes de force brute. C'est en réalité une démonstration de la profondeur du jugement des méchasmes, une preuve que leur évaluation va bien au-delà des apparences superficielles et des compétences de combat. Être puissant ne suffit pas et ne suffira jamais lorsqu'il est question de gagner le respect d'un méchasme, d'être digne de recevoir son cœur. Pour offrir le leur, les méchasmes sondent en retour le cœur et l'esprit de celui qui souhaite les défier afin de posséder leur puissance infinie, et Killby a été jugé digne. Pourquoi ? La réponse est toute trouvée. Killby n'a jamais souhaité trahir les siens ou faire le mal pour le mal. Mieux, Killby est même capable de se sacrifier pour sauver ceux qu'il aime, pour sauver le monde. Une facette cachée aux yeux de tous, mais pas pour Locus. Ainsi nous a été présentée la sagesse cosmique des méchasmes ainsi que leur capacité à sonder la nature profonde de celui qui se dresse face à eux. Aucune surprise donc à ce qu'ils possèdent un grand œil, symbole de clairvoyance, un œil capable de voir à travers le superficiel, un œil qu'on suppose également être leur cœur. Quant à certaines visions, elles semblent prétendre que les méchasmes sont les gardiens de secrets cosmiques, des gardiens de monde ainsi que de vérité. Là encore, il est question d'un cœur de méchasme qui offre des visions mystérieuses. Il n'est donc plus question de hasard. Les méchasmes sont véritablement capables de voir au-delà du temps. Comme il existe un panthéon de dieux lorsqu'on parle de notre monde, il en existe possiblement un autre, sous une autre forme, qui cette fois englobe l'existence. Les visions offertes par Locus peuvent également être de nature prophétique, des visions annonciatrices de grands événements dramatiques à venir, ou alors il s'agit de visions d'un passé lointain, la preuve que l'existence est cyclique, pour renaître, le monde a besoin de mourir. Dans un cas comme dans l'autre, ces visions, Locus a souhaité les montrer à Killby. Peut-être que cela faisait partie de l'épreuve, et c'était pareil avec Oropo concernant l'Héliacube. Après le sacrifice de Killby, c'est Yugo qui hérite de l'artefact. Mais si Locus s'est agenouillé devant Killby, preuve que ce dernier était digne de lui, pour Yugo, c'est l'inverse. C'est Yugo qui s'agenouille devant la puissance incommensurable de la sphère. Comme si Yugo avait encore des choses à prouver, comme s'il n'était pas entièrement digne. Yugo se connecte à l'héliasphère, oui, mais est-ce comparable à ce que Killby avait réussi à faire ? La réponse est floue. Est-ce que Yugo est véritablement digne ? Lorsqu'on y ajoute la prophétie d'Oropo concernant ce que Yugo va enclencher, ou encore le parallèle entre Yugo et Tauros, il est difficile de ne pas penser que Yugo finira par faire le mauvais choix. Après tout, la malédiction de Yugo est sa propre existence, destinée à sauver le monde, mais à quel prix ? Une chose est sûre, les fameuses armes surpuissantes avec lesquelles Yugo va jouer, il les a obtenues à travers cette saison. Quant aux méchasmes, s'ils sont véritablement les gardiens de notre univers, l'héliasphère pourrait rejeter Yugo si ce dernier finit par mal tourner, ce qui pourrait là encore renvoyer vers les fameuses visions. Parmi elles, il est possible de voir que les méchasmes ont finalement décidé de se mêler du sort de notre monde. C'est triste à dire, mais parfois, détruire est la seule solution efficace lorsqu'on souhaite repartir sur de bonnes bases. De retour chez nos héros, on assiste très vite à l'union de Yugo et Amalia, signant par la même occasion l'union de deux peuples. De son côté, Flopin a déjà entamé son entraînement avec son grand-père, et les résultats sont déjà là. Comme son aïeul et peu importe où il se trouve, il veille désormais sur ce qu'il aime grâce à ses nouvelles capacités.
Quant à Nora et Ephraim, ils ont décidé de s'exiler dans les confins de l'univers, là où personne ne pourra jamais perturber leur sommeil. Nora avait malencontreusement abandonné son frère, il était hors de question de recommencer. Le mystère de l'Inglorium est pour sa part resté intact, un puzzle en constante évolution. Désormais, une nouvelle variable s'est ajoutée à l'équation, un démon primordial du nom de Racha, l'un des frères de Roshu. Pour finir, Thoros Mordal lui avait perdu. Il était de nouveau prisonnier de son monde, sans la moindre goutte de Wakfu. Par contre, il ne semble pas être du genre à abandonner. Pour un être immortel comme lui, le temps est une notion abstraite. Quant à son trône, il est l'endroit parfait pour patienter. Thoros a perdu, oui, mais quelque chose a changé. Désormais, Thoros sait qu'il existe un être qui marche dans ses pas, un être capable de lui ouvrir l'accès vers une infinité de mondes. Qui sait, à l'avenir, Hugo pourrait avoir besoin d'une armée d'immortels. Maintenant, ce qui est intéressant avec les prophéties, c'est qu'elles peuvent parfois sembler se réaliser d'elles-mêmes, presque comme si leur simple énonciation les propulsait vers l'accomplissement. Ainsi, Hugo pourrait œuvrer à contrecarrer la réalisation de cette prophétie, sans se rendre compte qu'il est justement en train de l'alimenter. Quel bonheur de retrouver Wakfu à travers une nouvelle saison. Des armes surpuissantes, une prophétie mystérieuse, des visions énigmatiques ainsi que des êtres qui dépassent l'entendement, nombreux sont les éléments importants dans cette nouvelle saison 4 de Wakfu la série. Difficile de tout traiter en une seule vidéo, alors j'ai essayé de me concentrer sur le final de la saison, ainsi que les révélations autour de la suite, une exploration qui j'espère vous aura plu. Avec un peu de chance, si les Dofus sont alignés, on pourrait explorer d'autres recoins de cette saison 4. On va dire, il y a beaucoup de choses à analyser. Du coup, je reste en attente de vos retours concernant cette vidéo. Dites-moi également si vous êtes partant pour reparler de la série. Partagez-moi votre ressenti concernant cette saison 4, etc. J'aimerais beaucoup avoir votre avis. Bref, l'espace commentaire est là pour ça et nous permettra de discuter de notre passion pour cet univers dans la joie et la bonne humeur. J'avoue, ça m'avait manqué. Je compte sur vous pour le pouce en l'air, le fameux pouce bleu chargé de Wakfu. Ça soutient mon travail et ça aide la vidéo à sortir du nécromonde. Abonnez-vous si vous ne faites pas encore partie de notre équipage d'explorateurs et activez la petite cloche pour ne rien rater. Quant à moi, je retourne sur mon trône comme Thoros, dans l'attente qu'on m'envoie une source de Wakfu à dévorer. Je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. C'était Hirosef, votre explorateur d'univers préféré, pour vous servir.